Bonjour à tous et à toutes ceux que je n'ai pas vus. Je suis Didier Thévenet, je suis directeur de la cuisine centrale de Lons-le-Saunier. Cuisine centrale qui est un syndicat, donc on n'est pas municipal, on est paramunicipal, c'est-à-dire qu'un syndicat mixte adhère au syndicat les communes, l'hôpital, le conseil départemental, enfin tous ceux qui veulent adhérer et utiliser l'outil pour les prestations. Et donc on a un budget complètement autonome, à 100%, on fonctionne en autonomie totale. Alors moi je vais vous parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire, mais surtout en ramenant un peu l'après-Covid, l'inflation, les attentes des parents, les besoins des enfants. Enfin, on va essayer de mettre un peu tout ça en lien pour voir qu'est-ce qui a été fait à Lons depuis quelques années. Et puis, je rajouterai quelque chose. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions. Au contraire, ça va donner un peu... ça m'évitera de m'époumoner salivement pendant 40 minutes. Alors, les repères de la cuisine centrale de Lons-le-Saunier. Donc, on fabrique... un peu plus de 6 000 repas par jour, on en a fait 1 550 000 en 2023, c'est les chiffres 2023, on sera un petit peu au-dessus en 2024, un budget autonome, un budget hors taxe de 8 500 000 euros, 75 agents, 70 ETP, on livre des repas pour des crèches, des maternelles, des primaires, des entreprises, des personnes âgées à domicile, des maisons de retraite, un hôpital, on a des restaurants sur site, on a 3 restaurants, un sur site de la cuisine, et on en a deux pour le conseil départemental notamment et pour le crédit agricole. Et puis on a la PEI aussi maintenant, on a SKF, une grosse entreprise, enfin voilà, on se diversifie un peu en termes de restauration. Le coût moyen, il intègre les crèches, les maternelles, enfin il intègre tous les repas. On est à un coût moyen de 4,80 € hors taxe le repas, et 2,39 € de moyenne en coût alimentaire. 2,39 € de coût alimentaire, ça veut dire c'est grosso modo 1,99 € pour des scolaires et 2,50 € pour des adultes. Travail sur la réflexion sur la réduction du gaspillage et sur les évolutions techniques de l'économie circulaire et de l'économie tout court qu'on peut faire en production. Comment on peut réduire le gaspillage alimentaire, comment on peut adapter au mieux les quantités, comment on peut réduire aussi le gaspillage à la production. Donc, du matériel classique. Un repas scolaire est vendu 4,04 € hors taxe. Voilà ce qu'on peut dire sur la cuisine centrale. Des chiffres un peu plus par rapport à Egalim, donc 33% de produits bio, donc 98% de local à peu près, dans ces produits bio. On a un résultat Egalim de 54%. Environ. Alors nous, on transforme tous nos achats locaux en hectares. C'est un choix qui a été fait depuis 4-5 ans, ça nous permet de savoir à peu près quel est l'impact de la cuisine centrale sur son environnement proche, puisque la base de nos travaux a toujours été intégrer des produits bio locaux pour préserver la ressource en eau et pour faire de l'économie circulaire locale, c'est-à-dire travailler avec des producteurs ou monter des filières de proximité. Donc nous, la cuisine centrale, ça protège 300 hectares de terrains qui sont protégés en bio. 80% est sur la plaine de captage d'eau. Donc pour préserver la ressource en eau, on fait du bio dessus, on pompe l'eau du dessous et puis on la sert après en régie au niveau de la restauration. On a commencé à travailler l'intégration des produits bio en 2000, donc ça fait quelques années déjà, et on a toujours continué à travailler en intégrant des produits complets. C'est-à-dire, je pense à la farine, aux huiles, quand on décide on trouve un prestataire en produits bio local, on va l'intégrer entièrement, c'est-à-dire qu'il va remplacer complètement le produit. Le dernier en date, c'est les pâtes bio locales. Donc on a trouvé un petit producteur, un producteur de pâtes, parce qu'on va lui prendre 30 tonnes de pâtes, donc ça c'est déjà un bon producteur. Et puis, en lien avec la production de la ressource en eau, on a installé des agriculteurs, on a installé une production chez des agriculteurs de blé dur. Et donc ce blé dur est planté sur la plaine de captage, il devient semoule et il va être fait en pâte dans l'Ain et il revient chez nous. Donc plus de poudre en cuisine depuis déjà une dizaine d'années. Donc ça veut dire pas de fond, pas d'aide culinaire diverses et variées, on est en travail en direct. Et un gros travail sur la limitation, j'ai mis limitation parce qu'on en a encore quelques-uns, des produits ultra transformés. Il nous arrive de faire des cordons bleus.
Voilà, parce que des fois, il y a des ponts, il y a des machins, on ne peut pas produire, donc on est obligé de trouver des solutions. Donc je dis limitation de produits ultra transformés, on n'en a pratiquement plus. Et ça, c'est un objectif. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? L'après, hein, pendant et après. Pendant le Covid, plus d'activité, les restaurants qui ferment. Contrairement à la restauration privée, j'allais dire, zéro aide. Hein, on continue à payer nos gens, on n'a pas de clients, donc on n'a que des charges, on a zéro rentrée. On sert un peu de personnel à domicile et l'hôpital, c'est tout. Donc du coup, on a un vrai problème de gouffre financier. Le coût du Covid, à peu près, c'est 2,5 millions d'euros sur le syndicat. Donc du coup, c'est un peu chaud. Donc on commence à se refaire la cerise après le Covid. On se dit, bon, allez, on va remonter la pente. Paf, un petit coup d'inflation qui va nous faire monter de 25 à 30% certains coûts alimentaires. Le paradoxe, hein, c'est que l'augmentation principale des coûts alimentaires, elle est faite sur des produits qui ne sont pas en circuit court. Tous les produits qui sont en circuit court et qu'on achète en proximité, où on a une relation directe avec le producteur, presque pas d'augmentation. Alors, je dis presque, c'est 10% par rapport à 25%. Quoi. Donc, du coup, on se retrouve, voilà, après ces 2 années-là, à se dire, voilà, là, il commence à y avoir un peu le feu à la baraque. On avait fait alors, on pèse, nous, depuis une quinzaine d'années, mais on a mis une campagne de pesée un peu plus longue. On se dit, on va peser pendant une période assez longue, 6 mois, tous les jours sur des points volontaires. Donc, on a trouvé 5 points volontaires, qui représentent le panel, on va dire, de nos restaurants. Nous, on est dans le Jura, autour de Lons-le-Saunier, on fait 6 000 repas, il y a 18 000 habitants de la ville. Donc, on imagine que, voilà, on a un rayon d'action d'à peu près 50 km autour de la cuisine centrale. On pèse, on se rend compte qu'on a 100,7 grammes de gaspillage alimentaire pour les 5 composantes en 2022. Donc on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions qu'on pourra apporter pour résoudre le problème financier, alors à travers le gaspillage alimentaire, mais c'était pas le but, c'était pas de faire une économie, le passage, enfin cette réflexion-là, c'était de se dire comment on va déjà supprimer ces 107 grammes et éviter de les acheter, ce qui fait que par ricochet, on va faire une économie et on va essayer de remonter un peu la pente. Choix nutritionnel et économique, passage en 4 composantes, 2 fois par semaine. Soit pas d'entrée s'il y a un fruit, soit pas de fromage si c'est un dessert lacté ou s'il y a du fromage dans la présence du menu. Donc ça, c'est travailler avec la diététicienne. Comité syndical, on expose le projet, donc il y a la presse au comité syndical. Article le lendemain dans la presse, les enfants de Lons-le-Saunier privés de dessert. Voilà, bim. Deuxième page du truc. Parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, personne ne sait, quand on parle de 107 grammes de gaspillage alimentaire, personne ne sait ce que ça représente. En euros, si on commence à chiffrer, on sait ce que ça représente, mais du coup, l'impact presse, on prend le truc en pleine tronche, on se dit, bon, là, il va falloir qu'on soit meilleur dans la communication, parce que sinon, on va se faire défoncer. Ce qui est arrivé, je vous rassure, premier repas 104 composantes, les parents appelaient, mes enfants sont rentrés, ils avaient faim. Bon, on sait que c'est pas vrai, mais voilà, il va falloir trouver une solution pour entrer dans le débat. Donc, une marche à suivre, les résultats qui donnent. En 2023, on a mis la même campagne de pesée, donc du 1er janvier au 30 juin. On a mis 6 mois, on est à 63,53 grammes. Et on a rencontré tous les points et on a été voir quels étaient les freins à faire tomber et comment on pouvait arriver à discuter avec les familles pour leur expliquer l'objectif de notre situation. Donc ça, on l'a fait en cours d'année, les freins, parce que quand ça a commencé à monter, on est allé directement rencontrer les gens. Enfin, on a trouvé assez vite les points de frottement que j'ai dû vous lister ici. On a commencé par une formation du personnel. On se rend compte que, et je l'ai entendu ce matin, mais c'est complètement vrai, c'est-à-dire que moi je caricature toujours un truc, je vais vous la faire, c'est un repas à l'hôpital, il y a 2 façons de le servir. La personne qui vous amène le plateau, qui vous aide à ouvrir des barquettes chez des barquettes, qui vous dit que si vous avez besoin de quelque chose, vous sonnez, je viendrai vous aider. Et puis il y a la personne qui balance le plateau, puis qui dit bonne chance. Le même plateau, ça existe, je caricature, mais c'est pas tout à fait, c'est poussé à l'extrême, mais on rencontre un peu ce genre de choses. Le même plateau, il y en a un qui est mangé à 80% et l'autre qui est mangé à 20-30%. L'impact du personnel de service, il est primordial. Peu importe la qualité du repas, s'il y a des gens qui ne sont pas convaincus que c'est bon, ou que c'est bien, ou qu'on peut en faire quelque chose, on n'arrivera à rien faire. Donc, on a mis en place une formation de tous les encadrants qui sont venus en cuisine, donc tous les mercredis,
Je recevais 25 accompagnants d'enfants, alors on les appelle comme on veut, cantinières, enfin peu importe, venaient de la cuisine, on visitait la cuisine centrale, on avait une discussion ensemble, on leur expliquait les besoins nutritionnels, donc la diététicienne intervient, l'hygiéniste, on fait un petit rappel en même temps des procédures de service des repas, on mange ensemble, et après on fait un bilan de tout ça. On s'est rendu compte, à l'usure, sur certains points, moi je vais prendre un point en exemple, on avait énormément de gaspillage, on fait cette formation-là, le lendemain divisé par 2. Simplement parce que les agents ont changé d'attitude envers les enfants. Donc expliquer que on s'assoit, si on veut encadrer des petits, il faut manger avec eux. Si on veut il faut leur apprendre à goûter sans entrer dans le conflit, être dans l'animation plutôt que dans le simple service des restos. Et puis on a un restaurant où on a 0 gramme de gaspillage alimentaire. Donc un restaurant qui fait une 50aine de repas. Donc je suis allé voir plusieurs fois, mais notamment la première fois où je suis allé avec les élus, pour pouvoir comprendre un peu le problème. J'entre dans le restaurant, les dames sont là pour préparer, faire la mise en place, et puis, première phrase de la dame, qui dit « Ah oui, mais nos enfants, ils mangent de tout. » Première phrase. Deuxième phrase, « Ah oui, mais quand on sert nos enfants, le « nos », dans cette phrase-là, moi j'ai fait parler 3 fois, elle a fait 3 phrases, à chaque fois il y avait le « nos enfants », c'était pas les enfants, c'était pas, voilà, ils s'occupaient des enfants comme si c'était les leurs. À partir du moment où on a cette implication-là dans une distribution de repas, d'une façon générale, l'impact sur le gamin, il est complètement différent. C'est comme quand on est à la maison et que nos enfants, ils sont toujours meilleurs chez les autres. Chez nous, ils veulent rien manger, puis quand ils sont chez le voisin, ils mangent de tout, ils sont gentils, ils disent merci, ils débarrassent leur table. Limite, ils font le ménage après, quoi. Chez nous, ils ont fini, ils prennent le téléphone, ils remontent dans la piole. Donc, il y a un vrai décalage. Et ce décalage-là, on le retrouve. On a compris que c'était l'animation qui allait faire la différence. Et donc, du coup, on reprend là le 15 janvier, parce qu'on a fait une pause. C'est pour moi ça la pause, parce que c'est relou. Parce que c'est pénible à un moment de répéter tout le temps la même chose. Moi, je fais tous les mercredis, 20 personnes, je leur explique comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Et tous les jours, on a des gens qui sont contre, qui disent qu'on fait de la merde. Je fais de la citation, je mets des guillemets, mais grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Quand ils ont vu dans la légumerie, il y avait des palox de patates, des carottes, et qu'on travaillait des produits biolocaux, et que finalement la qualité des produits elle était là, et que l'objectif, moi je leur explique, c'est nous on veut pas arrêter de cuisiner. Au contraire, on veut même amplifier cette chose-là, mais ce qu'on veut pas faire, c'est cuisiner pour la poubelle. Parce qu'à la limite, on les met directement à la poubelle à l'entrée, ou on les donne, on fera un don alimentaire, on verra ça cet après-midi dans une autre formation, mais globalement, notre objectif à nous, c'est de cuisiner pour que ce soit mangé. On se donne du mal, mais quand ça passe à la poubelle, c'est très très désagréable. Donc, il y a eu un retour qui était plutôt bon, et puis est arrivé la loi Egalim. Je vais presque passer ces diapos assez vite. Pour savoir, moi je dis toujours, les gens me disent, pour savoir où on est dans le gaspillage alimentaire, il faut mesurer le gaspillage alimentaire. Je vais dans une école, Messia, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, elle me dit « Oh là là, mais il y a un gaspillage chez nous, c'est incroyable ». Bon, je dis « Ok, j'arrive ». Je regarde, alors elle avait un seau de 5 kilos de gaspillage alimentaire. 150 gamins, 43 grammes. Je dis oui, il y a du gaspillage, mais en même temps, c'est impossible de tomber à zéro. C'est pratiquement impossible, surtout quand on a autant de gamins. Mais elle avait cette sensation d'avoir énormément de gaspillage alors qu'on était à 40 grammes. Ce qui veut dire que d'une façon générale, là, elle avait fait la formation, ça veut dire que cette formation, elle avait quand même percuté de dire qu'on va essayer de faire tout manger aux enfants. Sans leur mettre des coups, on a arrêté, parce que ça fait des marques, et on s'est rendu compte qu'après les parents ils gueulaient, quoi. Donc, mesurer pour voir, et après, discuter avec les gens. Travailler avec la diététicienne pour équilibrer le menu sur les 4 composantes, c'est un truc important. On entendait ce matin qu'on avait des problèmes pour travailler avec des diététiciennes. Moi, je pense que c'est un travail en commun. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Et donc, il doit y avoir forcément une discussion entre les deux et trouver les pistes ensemble, les pistes qui permettent de régler ce problème, de dire j'enlève une composante, pas de problème. Franchement, si on enlève un fromage quand le gamin il a un liégeois vanille à la sortie, il va pas manquer de calcium. Hein. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on trouve pour qu'il ait son bol alimentaire suffisant. Après, ce qui n'est jamais mesuré, il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu dans cette situation-là, c'est qu'on parle toujours, dans le GEMRCN par exemple, on parle de présentation alimentaire. Il faut obligatoirement, enfin pas obligatoirement, c'est un conseil, mais qui souvent est utilisé comme règle, on dit il faut qu'il ait 90 grammes de carottes. Mais en fait, on peut lui mettre 250 grammes de carottes, s'il en mange 20, ça sert à rien. Alors il vaut peut-être mieux travailler sur la qualité de la carotte, sur la recette de la carotte, sur le travail du cuisinier, vraiment, parce que c'est le cuisinier qui fait la différence à ce moment-là, et d'en mettre peut-être un peu moins, mais de la mettre mieux. Donc moi je dis, on arrête les carottes tricatelles
de M. Martinet, hein, on les met de côté, puis on va éplucher des carottes bio locales, on va les assaisonner comme il faut, on la mettra peut-être que 50 grammes, mais si ces 50 grammes-là sont mangés, bah, peut-être que la fois d'après on en mettra 60, et puis en fonction de la période dans l'année, les carottes râpées, là, en ce moment, elles sont bien, parce qu'elles n'ont pas été, c'est pas des carottes de garde encore, pour l'instant, et puis quand on sera au mois de mars, où elle commence à avoir un peu durci, là, il faudra en mettre un peu moins, parce que du coup, il la mangera pas, le gamin. Le goût de la carotte va être beaucoup plus fort. Expliquer les résultats pour les résultats et contenir l'inflation. Expliquer les résultats, c'est super important aux élus. Expliquer aux élus quel est l'intérêt d'avoir réduit comme ça, qu'est-ce qu'on a gagné, pas nous économiquement, mais qu'est-ce qu'on a gagné en gaspillage alimentaire, qu'est-ce qu'on a évité comme gaspillage, et comment on a réorienté le budget qu'on n'a pas mis dans cette partie-là. Parce que le fait d'enlever un composante, le fromage, ou l'entrée, si on enlève l'entrée, nous, peut-être que du coup, on a mis un autre truc de meilleure qualité derrière, un IGP, un AOP ou même un produit bio qu'on n'avait pas avant. On le réoriente et du coup, on garde le même budget du plat alimentaire, mais on réduit le volume, et ce qui fait que le gamin mange tout. Et former les agents avec les consommateurs, ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, si on ne fait pas ça, c'est une clé de base. Alors ça, c'est les résultats de juin 2023. Arrive septembre 2020, de juin 2024. Arrive septembre 2024 où on dit plus de plastique. Nous, on s'est préparé Egalim, hein, on continue. Donc plus de réchauffe dans le plastique. Donc on est passé en barquette collective en PET. Et je réchauffe sur les sites en inox. Donc avant, on faisait de la barquette pour 6, enfin voilà, on faisait de la cuisine centrale classique. Et on a dit, on change, on passe au poids. On conditionne tout au poids, on fait on conditionne en fonction du site. C'est-à-dire qu'on va faire, je sais pas moi, s'il y a 50 gamins, il faut 2 barquettes et demie de PET, on fait 2 barquettes et demie. Mais tout au poids, tout compté, enfin voilà, vraiment très précis. Et les personnes dans les écoles vont, elles, redresser les assiettes et les plats en fonction, si c'est des maternelles, on en met un peu moins, si c'est des primaires, on en met un peu plus. Et puis voilà, si le gamin, on sait que lui, il aime pas le poisson, on lui met, voilà, on trouve une autre solution, mais fait en interne. On a repesé là, alors on n'a pas 6 mois, hein, on a à peine 4 mois, mais bon, voilà. On a encore divisé par 2, on est à 37,72 grammes. Rien qu'en ayant encore rajouté une étape, c'est l'intervention de la personne dans le restaurant qui va choisir le panel, les tables où elle va mettre les poids. Donc en fait, nous, Cuisine Centrale, on est tellement éloigné du consommateur final et de l'enfant qu'on peut pas dire le petit Maurice, il mange 45 grammes, on va y en mettre 45. On sait pas faire ça. Nous, on fait une production et on est obligé de produire un grammage moyen par enfant. Mais par contre, les personnes qui sont dans l'accompagnement, elles ont la connaissance des enfants, elles ont la capacité de faire la répartition des poids. Donc on a des retours, alors des feedbacks gaspillage et trop dans la barquette, pas assez dans la barquette, enfin bref, ça on le fait régulièrement et on ajuste les grammages au tout venant, c'est-à-dire que tous les mois les grammages peuvent être différents. Sur le bon de livraison, on met le grammage qu'on a sélectionné parce que c'est les retours qu'on a eu du mois d'avant. Et du coup, on essaie de gérer ce gaspillage alimentaire-là au tout venant, c'est-à-dire qu'en fonction de la période du produit, arrive au début de l'automne, là, les gamins ils sont super contents d'avoir des betteraves. Je peux vous dire qu'en mai, quand on n'aura pas l'âge, c'est un peu moins content, quoi. Donc, du coup, là, on va baisser le grammage à cette époque-là, on va le remonter à une autre. Enfin, c'est ce qu'on rencontre tous les jours, en fait, en fonction des enfants. Voilà, en résumé, moi, ce que j'avais prévu de vous dire. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'il y a un peu d'échange et puis des questions qui se posent et puis on essaie d'y répondre ensemble, si je peux. Vous avez vu, alors je ne vais pas faire de la retape, mais grosso modo, hein, Sycopal, ça c'est le logo de mon syndicat. La ville de Lons-le-Saunier et Agores, c'est une association de gestionnaires de la restauration collective territoriale, dont je suis le vice-président au niveau national, qui travaille sur ces actions-là et qui a, par exemple, sorti le livre blanc sur les conditionnements, mais aussi sur la consommation d'eau dans une cuisine, enfin plein d'indicateurs. C'est notre boulot, on est des techniciens, et on met en commun notre savoir pour essayer de faire avancer le schmilblick. Voilà. Alors, est-ce que ça a éveillé quelques questions chez vous ou est-ce qu'il faut que je continue? Du coup, j'ai bien entendu la communication autour des 4 composantes, c'est-à-dire, est-ce que maintenant, du coup, c'est bien intégré par les usagers et quelle est la proportion à peu près de menus pour les 4 composantes par rapport à ce qu'on nous semble? Alors, le retour client aujourd'hui, c'est la deuxième rentrée scolaire qu'on fait comme ça, c'est terminé, on n'a plus aucun écho. Mais en même temps, moi, j'ai participé à des réunions de parents où ils étaient scandalisés parce qu'on enlevait un composante, mais j'ai posé la question, là on va le faire ici, qui chez lui, un jour à midi, mange à midi, un samedi midi, mange 5 composantes dans son assiette? Levez la main, hein, si vous n'avez pas d'invité.
Voilà, donc vous avez la réponse Et les parents ont fait exactement le même constat, c'est-à-dire qu'en fait, on fait plus ça. Alors, on n'est pas là pour enlever des trucs et puis pour dire on va faire une économie, c'est de dire ça sert à rien de l'acheter pour le jeter. Donc, il vaut mieux mettre un fromage à la coupe, un bon fromage à la coupe AOP, et puis que le gamin il découvre le goût du Saint-Nectaire fermier au lieu de manger un Saint-Nectaire en tube. Moi, je suis plutôt pour cette démarche-là. Et la deuxième partie de votre question, c'était la proportion des menus à 4 composantes, c'est très aléatoire. On dit 2 par semaine, c'est le max. Mais on ne calcule pas, on ne fait pas un menu pour qu'il y ait 4 composantes. C'est-à-dire que si on se dit, ce menu-là, franchement, le fromage, il ne sert à rien, ou l'entrée, en plus, il va arriver l'époque où on va être dans la redondance des entrées, parce que céleri, chou, on retombe sur les mêmes choses, parce qu'il n'y a que ça. Donc du coup, quand on est dans cette période-là, on va préférer enlever une entrée, puis mettre un dessert un petit peu plus travaillé, et du coup, ça passe crème, il y a 0 problème. Vous avez dit que vous mettiez dans des PET, des barquettes. En barquette PET, donc des agents sur place, dans les divers verres, dans des bacs gastro pour la réchauffe. Oui. Vous n'avez pas rencontré de grincement dedans, parce qu'il faut acheter les bacs gastro. Oui. Et donc, ça a été... Et donc, ils ont acheté les bacs gastro. Oui, vous avez eu de la chance. Mais non, mais nous, on est un syndicat. On n'a pas cette relation, la relation entreprise privée, entreprise même publique, mais avec un contrat qui dit, oh là là, si je les contredis, ils vont partir. Moi, des fois, je suis obligé ça va au forceps. Hein. Mais on n'a pas le choix. Si on veut, toutes les lois Egalim et tout ce qu'on nous demande de faire, ça passe pas sans modification de technique de travail. C'est-à-dire qu'on doit changer notre façon de faire. Donc nous, ça nous a imposé un refroidissement en masse. C'est-à-dire qu'avant, on cuisinait, grosso modo, on refroidit avant le conditionnement. Alors, sur une phrase, c'est facile, hein, on prend le mot, on le décale avec Word, là, ça va tout seul. Mais dans la technique, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'hier, on faisait achat de produits, cuisine, cuisson, conditionnement, refroidissement. Maintenant, on fait cuisson, refroidissement, conditionnement. Mais ça, c'est un truc de fou, la différence. C'est-à-dire qu'on refroidissait des barquettes de purée, on en mettait 800 grammes. Aujourd'hui, on refroidit 450 kilos de purée dans une marmite. Mais techniquement, ça nous a demandé une adaptation assez importante. Donc nous, on a pris notre quote-part du truc. L'idée, c'est que plus jamais de chaud dans du plastique. Nous, c'est là-dessus qu'on est parti. Plus de chaud. Donc on conditionne dans du PET à froid, et eux remettent dans des bacs inox GN1 tiers. Alors on a étudié, on a fait plein d'essais. Des GN1 tiers, GN1 quart, est-ce qu'il fallait prendre du GN1 sur 1, s'ils ont des selfs, voilà. Après, chacun adapte en fonction de son restaurant. Moi, j'ai fait un achat groupé de GN1 tiers hauteur 55 avec couvercle, je leur ai dit, voilà, ça va vous coûter 20 balles par un resto normal. Le plus cher, je crois, qui a payé, c'est 1500 €, mais il y avait, vous savez, le plan de relance. Vous vous souvenez du plan de relance, l'ADEME, etc. Donc moi, je leur ai dit, vous déposez un dossier. Moi, je ne suis pas subventionnable, mais je ne demandais pas, ce n'était pas l'objectif. Eux, par contre, ils le sont. Donc s'il fallait changer le four, parce qu'on avait des fours, vous savez, qui démarrent avec une manivelle sur le devant dans certains endroits. Mais il y a des restaurants scolaires, il y a 10 repas, ils ont des fours encore avec de l'amiante. Hein. Donc quand on a fait ces constats-là, je leur ai dit, vous changez votre four, vous changez votre frigo, vous achetez des bacs. Ça va vous coûter 5 000. 5 000, vous demandez la subvention à l'ADEME, 80%, ça vous coûte 1 000. Ils sont partis avec du matériel en bon état, on respecte la loi Egalim, et puis en fait le personnel en est ravi. Nous, on a une école à Lons où on faisait 250 gamins, on avait encore les bacs avec une réhausse à l'intérieur pour pouvoir faire la vaisselle à la main. On les met à la vaisselle. Les lames, elles préfèrent mettre dans les barquettes pour réchauffer, puis avoir un lave-vaisselle, il n'y a pas photo. Mais du coup, on s'en est servi comme levier, au lieu de le prendre comme un problème. Parce que si on prend tous les problèmes dans la gueule, on en prend toute la journée. Hein. Donc le chemin étant chemin d'embûches, on va essayer d'éviter les ennuis. Donc du coup, on a dit, on fait des choix. Là, on vous met un lave-vaisselle, mais vous allez avoir un peu plus de travail. 0 problème. Mais en moyenne, en général, c'est passé. Là, j'ai eu mon premier bureau de rentrée il n'y a pas longtemps, où 99% des élus disent, nous, ça passe. Alors on avait fait une étude. On était allé dans l'école, regarder dans une école de 50 gamins avec un lave-vaisselle, combien de temps ça prend, 50 gamins sans lave-vaisselle, combien de temps ça prend, 100 gamins avec lave-vaisselle, Et on avait fait un tableau, dire voilà, vous êtes, en fonction de votre école, vous vous classez dans tel endroit, ça vous coûte 30 à 40 minutes de travail en plus, d'agent, à peu près, le temps de dressage et le temps de manipulation des plats. Et par contre, on respecte la loi. Et en fait, ça a été appris au début, bien sûr, c'était un peu les tollés. Et puis maintenant, on est au mois de novembre, décembre. Depuis un mois, on n'entend plus rien parler. Nous, ça nous a demandé de nous adapter, donc on l'a fait. Et puis les autres aussi. Et puis du coup, on a trouvé une solution palliative
qui durera peut-être pas, parce que pour moi le PET c'est pas forcément l'avenir, mais c'est la solution avec la cuisine centrale dont on dispose, qui était la plus simple et la plus rapide à mettre en place. Est-ce qu'elles en font quoi de ces gamelles après, une fois qu'elles les ont vidées? Le PET. Alors le PET c'est le seul plastique qui redevient du PET. C'est-à-dire, moi je les ramasse pas. Alors au départ dans mon projet on ramassait. Et puis on a fait le calcul, qu'est-ce que ça coûte, quel est l'intérêt, ça rapporte rien. On a rencontré le Sictom Sidom qui a dit, bon ben nous on va le faire pour vous, et eux ils vont revendre. Ils revendent le PET est lavé, broyé, redevient du PET, repart à l'usine, fabrique une barquette et revient chez moi. Vous le mettez dans la poubelle jaune. Oui. C'est pas ce qu'il y a de plus glorieux, mais on respecte la loi Egalim parce qu'on a divisé par 70%, on a réduit de 70% notre plastique, et notre plastique est réutilisable, enfin recyclable, et redevient du plastique. C'est-à-dire que ça ne revient pas forcément une table ou un salon de jardin. Voilà. En attendant, c'est ce qu'on a trouvé de moins pire. Et en investissement pour nous, ça a demandé une adaptation, mais globalement, tout le monde s'en sort pas trop mal. On fait un film PET, alors on est par contre en 100% monomatière. L'intérêt, c'est que tout se recycle. Le film, la barquette, tout repart en PET. C'est une réflexion générale. On travaille avec le groupe Guillain, qui est pas loin d'ici, qui est à Ornans. Donc vous voyez, c'est à côté d'ici, l'usine. Donc à la limite, on fait travailler des gens du secteur. Moi, je suis un peu loin, mais je suis pas si loin que ça. On reste dans notre région. Les barquettes sont dans la région, on travaille avec des produits biolocaux, enfin je veux dire, on a essayé de pousser la réflexion jusqu'à se dire, est-ce que je vais acheter des barquettes qui sont faites en Chine? Non. Aujourd'hui, les gens ne sont pas sur l'inox, personne n'a regardé d'où venait l'inox. Hein. Moi, ça me dérange que les gamins, ils mangent dans des bacs en inox fabriqués par des petits Chinois du même âge qu'eux. Voilà, moi, c'est un précepte, je ne fais pas ça. Donc, si on achète de l'inox français, ça coûte plus cher, mais on a quelque chose de... Enfin, c'est cohérent, quoi. Donc... ça demande, moi c'est pour ça que la réflexion, alors gaspillage alimentaire, mais on peut tout mettre à l'intérieur. Dans notre réflexion, de notre gestion de notre service, on touche à l'économie circulaire, l'agriculture. Moi j'ai pas eu de benne de fumier devant la cuisine, parce que sinon ils pourront pas livrer leurs produits, les agriculteurs. Donc du coup, on a cet intérêt-là, et ils viennent manger au restaurant. Donc... les gamins des paysans mangent les produits que les paysans m'ont livrés, et puis ils me payent pour les repas, et moi je les paye pour la bouffe, et ça fonctionne, quoi. Après, il y a le marché public qui pose un peu problème. Bon, après, on s'en arrange. Voilà. Mais c'est un autre atelier aussi, si je ne m'abuse, donc je ne vais pas empiéter sur mes collègues. J'avais une question justement par rapport à vos approvisionnements, vous êtes en marché, du coup, ou pas forcément. Mais du coup, vous n'avez pas été obligé de revoir les quantités qui avaient été prévues au marché lorsque vous êtes passé à certains menus à 4 ans. Les quantités dans les marchés publics aujourd'hui, les quantités sont indicatives. C'est fini les quantités fermes. Donc ça, je veux dire, même si on change, on double la consommation, on la divise par 2, on n'est plus attaqué. Après, moi j'ai rencontré le préfet le 1er janvier 2023, où je lui ai dit, nous, on ne respecte pas le code des marchés publics, mais on respecte Egalim. Oui. Voilà. Il y en a plein qui respectent le code des marchés publics, mais pas Egalim. Le préfet organise une réunion pour voir si on peut respecter les mais c'est pas gagné. Hein. Après, le problème, c'est la réactivité. Enfin, je veux pas parler marché public, parce qu'il y a un atelier tout à l'heure, mais je veux dire que globalement, nous, quand on a commencé, les premiers trucs qu'on a fait, c'était en marché public. Puis les agriculteurs, ils ont dit stop, quoi. Parce que nous, notre boulot, c'est quoi notre boulot? C'est de faire les produits que tu vas acheter toi. C'est pas de passer 3 jours, et puis ils comprennent rien. Et puis moi, en fait, je faisais un truc, c'est que j'allais remplir les marchés publics avec les agriculteurs. Donc, je faisais le marché public, après j'allais voir le paysan, je lui remplissais son marché public, je rentrais, je dis tu me l'envoies, voilà, je le recevais, il est bien rempli. Et puis, je te prends, voilà. J'ai dit, mais c'est la vérité, hein, c'est comme ça que ça se passe quand on veut avancer. Donc du coup, c'est tellement con qu'il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Donc nous, alors à Gorès, on travaille, on milite, et je désespère pas, mais on était à la Commission européenne il n'y a pas très très longtemps, pour expliquer à la Commission européenne qu'il faut arrêter de nous emmerder avec les marchés publics, il faut plutôt leur donner un peu d'intelligence, et quand on voit tous les problèmes agricoles qu'on peut trouver aujourd'hui, peut-être qu'on peut les régler en partie. On ne réglera pas tout. La restauration collective ne va pas régler les problèmes dans le monde. Je suis désolé, si vous y croyez, je viens de vous péter un mythe. Mais par contre, on peut aider. On peut aider à ce que des agriculteurs arrivent à vendre des produits au juste prix, et puis que nous on les intègre, et que ce soit les gamins du territoire qui mangent les bons produits. Et j'avais aussi une autre question. Allez-y. Est-ce que dans les menus à 4 composantes, du coup vous augmentez les portions? Ou est-ce que vous restez sur des portions Alors ça dépend. Dans les menus à 4 composantes, on n'augmente pas forcément la portion, mais c'est dans un menu. Le jour où il y a une choucroute, par exemple, on ne met pas d'entrée. D'accord, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que déjà le plat, si tu manges, il y avait du gaspillage un peu parce qu'il y avait de trop, donc du coup on n'a pas changé,
Mais on dit, hop, on met plus d'entrée, on fait choucroute, minster, et tarte bourdaloue aux poires, voilà, on a fait un menu alsacien, terminé, c'est fini. Mais c'est l'exemple type, mais les gamins, ils adorent ça. Il faut mettre la coiffe normalement, mais moi, j'ai pas assez de cheveux. Mais... On a parlé des emballages plastiques et tout, mais par rapport à tes biodéchets et tout, tu as trouvé un système de valorisation? Alors, on va les séparer en plusieurs. Il y a d'abord le légume, parce qu'on a une légumerie qui transforme 1 tonne de légumes jour à peu près. Donc nous, on n'achète que l'intérieur du légume. Donc l'extérieur, elle repart chez le maraîcher. Il fait son compost. Donc, grosso modo, on rend les épluchures. Non, mais c'est ce qu'on a répondu à la préfecture parce qu'on est responsable de nos déchets. Normalement, je n'ai pas le droit de les donner à un agriculteur pour en faire un compost. C'est interdit. Sauf que moi, j'ai écrit un courrier à la préfecture en disant que nous, on achetait l'extérieur sur une consigne. Comme quand on achète une bouteille de vin. Donc je dis, moi, je prends l'intérieur et je rends l'extérieur. Et voilà. Et ils ont, enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais ça a marché. Enfin voilà, ça c'est pour le légume. Pour les déchets de prod, parce qu'on a aussi des déchets de production à la cuisine en production, et puis des fins de chaîne. Alors nous, les fins de chaîne, on les passe dans les restaurants. Donc quand ils ont fini leur vie au restaurant, c'est qu'on ne peut plus rien en faire légalement. Bien entendu, ce matin, qui serait peut-être pas idiot de se dire que peut-être qu'un bœuf bourguignon qui a été chauffé, refroidi une fois, réchauffé, peut-être que si on le refroidissait une deuxième fois, puis je pense pas qu'il y ait de danger bactériaux énormes, mais c'est la règle. Pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Donc aujourd'hui, on donne à des chiens. Donc on a passé une convention avec les louvetiers. Alors on n'a pas le droit de donner à des animaux destinés à la consommation humaine. Mais on ne mange pas les chiens. Enfin, ou alors, je ne suis pas au courant. Mais pour l'instant, non. On ne sait pas. Donc les chiens, c'est autorisé. Et c'est écrit dans la loi. Hein, la loi, c'est prévu. Donc on a passé des conventions avec des louvetiers. La SPA n'était pas intéressée. Il faut que ça soit un éleveur, soit un louvetier, soit la SPA. Voilà, à partir du moment où il est agréé de ces trois-là, vous appelez la DDT, vous passez la convention, et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Ok, j'ai loupé déjà la première feuille. Donc ça, voilà, et on donne tout à des éleveurs, on en a 3, ils ont chacun leur jour de ramasse, et puis du coup on n'a pas de compost, et pas de problème de déchets. Zéro fond de sauce. Zéro fond de sauce, ouais. En fait, on fait comme on faisait il y a 90 balais, c'est-à-dire que ça n'existait pas la poudre. En fait, la cuisson basse température, la cuisson de... Ah bon? Je sais pas, c'est une nouvelle loi. En fait, vous savez, HACCP, vous savez, ça ne veut pas dire Alto Cake et Clafoutis pour les papis. J'utilise ça pour la blague, mais globalement, on a le droit d'utiliser des œufs coquilles, on a le droit de faire des fonds, on a le droit de tout, après, mais pas n'importe comment. Voilà, donc nous, on n'utilise pas d'os. On fait des cuissons juste température de nuit, et pas basse température. Juste dissocier basse température et juste température, deux choses différentes. Basse température en dessous de 63, danger bactériologique. Juste température au-dessus de 80, zéro risque bactériologique. Donc voilà. Et on est sur une cuisson de nuit de 16 heures. Donc je vais prendre un bœuf bourguignon, on plaque le bœuf, on met carottes, oignons, sel, poivre, machin, on met tout, on claque au four, on se casse. 82 degrés, 30% d'humidité, 16 heures. Donc ça, on met ça à midi. Le matin, ils arrivent. Comme il y a 30% d'humidité, on va avoir un exudat de cuisson. L'eau de l'ambiance va se déposer, va permettre de cuire le bœuf, mais va aussi se déposer dans le fond. On enlève la viande qui est cuite. On récupère notre jus de cuisson. On réduit. Alors avant, on fait un caramel d'oignon. À part, on fait un bouillon de légumes. Bouillon de légumes, on caramélise les oignons, on mouille avec de l'eau, on fait cuire ses légumes, on fout notre jus de bœuf dedans, on réduit tout ça, on lit et c'est terminé. Et on a le bœuf bourguignon de la mamie qu'elle faisait quand elle mettait ça sur le coin du feu pendant... C'est ni plus ni moins que ça, hein, avec du pinard et de l'eau. Et nous, on met un peu de pinard aussi, mais pas pour les enfants normalement. Mais on en met un peu, on triche. Parce que sinon, c'est pas bon. C'est bon? Ça marche très bien. Après, il y a la couleur qui pose problème. Mais et franchement, le produit, vous mettez n'importe quoi. Nous, on cuit. On a mis en place ces cuissons-là en 2007, quand on a commencé à acheter nos premières vaches vivantes. Qu'on faisait tuer, abattre, découper, et qu'on récupérait 100% de l'animal, et comment on fait pour le cuisiner. Et donc, on a appris en faisant... moi, je me rappelle, je plaisantais avec mes collègues, mais je disais, le bœuf bourguignon de ma grand-mère, c'était le meilleur. Il était sur le coin du poêle à bois, il ne voyait pas le bouillon, il bouillait jamais, et il était là pendant 2 jours. Et le dimanche, c'était une tuerie. J'ai dit, c'est quoi la différence? En fait, c'est la température de cuisson, l'allongement de la courbe temps-température. Et autre avantage, si je peux me permettre, il y a des chances qu'il n'y ait pas d'allergènes. Pas d'allergènes, pas de réduction. Et puis en gaspillage. La liste des 14, elle est dans la boîte dans le fond.
On l'a fait au four aussi. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous cuisez dans une marmite 200 kg de bœuf, il y a un phénomène qui a été reconnu, c'est la poussée d'Archimède. C'est-à-dire que celui du dessus écrase celui du bas. C'est comme ça. Ça marche aussi dans la société française, mais ça c'est autre chose. Et globalement, quand on cuisait ce bœuf, eh ben, tout le bœuf du bas, il partait un peu en sur, et du coup, c'est du bœuf perdu. Donc dans une cuisson en immergé, on arrivait à avoir 25, 30, 40% de perte. Dans une cuisson four, on est à peine à 20%. Donc on en achète moins, mais mieux. C'est bon, je crois que... Non, on a encore 1 minute. Allez, une question. Et le temps qu'on a gagné, au lieu d'acheter des tartes aux pommes de chez Vivagel, ben on fait nos propres tartes aux pommes. Donc en fait, c'est que du redéploiement de temps et c'est des choix de production. Et avec ça, quand on sert une pâtisserie à un gamin maison, par rapport à un truc emballé en sachet, on n'a pas le plastique et on a un produit on sait ce qu'il y a dedans. Et ça marche très bien.